Chaque année dans le monde, des millions de personnes injectent dans leur maison un liquide qui se transforme en quelques secondes en un bouclier d'air solide. Il se dilate jusqu'à 30 fois son volume, bouillonne, chauffe presque jusqu'à la température de l'eau bouillante. Et c'est précisément à cet instant que tout se joue. La chaleur s'échappera-t-elle vers l'extérieur ou restera-t-elle emprisonnée pour des décennies? Mais pourquoi une fine couche de ce matériau isole-t-elle mieux que d'épaisses parois de laine ou de béton? Comment cet air plastique rend-il les réfrigérateurs rigides, les toitures chaudes et les factures énergétiques sensiblement plus légères? Il y a là une astuce chimique cachée à laquelle on ne pense presque jamais. Restez avec nous jusqu'au bout et vous découvrirez ce qui se passe réellement à l'intérieur de cette mousse durant les premières secondes de sa naissance. La production d'isolation en polyuréthane repose sur une réaction entre deux composants liquides principaux, que l'industrie désigne conventionnellement par les côtés A et B. Le côté A se compose généralement d'isocyanate, tandis que le côté B est un mélange de polyols, de catalyseurs, d'additifs inifuges et d'agents gonflants. Lorsque ces deux liquides se rencontrent dans la chambre de mélange du pistolet pulvérisateur ou à l'intérieur du moule de production, une réaction exothermique vigoureuse se déclenche, dégageant une quantité considérable de chaleur. La température durant la réaction peut rapidement grimper jusqu'à 65, voire 93 degrés Celsius. Sous l'effet de cette chaleur, l'agent gonflant présent dans le mélange commence à s'évaporer instantanément, créant des milliards de bulles microscopiques. Ces bulles font gonfler le mélange liquide comme une pâte levée, mais à une vitesse bien supérieure. En quelques secondes à peine, le volume initial du liquide peut être multiplié par 30, 50, voire 60. Il en résulte une structure où seuls 2 à 5% du volume sont occupés par l'armature polymère solide, les 95 à 98% restants étant constitués de gaz emprisonnés dans des cellules fermées. C'est précisément cette structure à cellules fermées qui rend la mousse de polyuréthane si efficace. Dans les isolants traditionnels, comme la laine minérale, l'air peut circuler librement entre les fibres, ce qui réduit les propriétés isolantes. Dans le polyuréthane, en revanche, chaque bulle forme une capsule hermétique. Le gaz à l'intérieur de ces capsules conduit la chaleur bien moins efficacement que l'air ordinaire. Dans le système de mesure américain, l'efficacité de l'isolation est évaluée par l'indice Air Value, par pouce d'épaisseur. La mousse de polyuréthane à cellules fermées affiche l'un des indices les plus élevés, de R6 à R7 par pouce, tandis que la fibre de verre n'atteint qu'environ R3,5. Dans la pratique, le résultat est impressionnant. Lors de l'isolation d'un bâtiment résidentiel, l'opérateur utilise un équipement spécial à haute pression qui achemine les composants par des tuyaux chauffants jusqu'au pistolet pulvérisateur. La pression dans le système peut atteindre de 453 à 700 livres par pouce carré. Lorsque le mélange atteint la surface du mur, il ressemble à un fin film humide, mais en une fraction de seconde, il commence à bouillonner et à se dilater, comblant chaque fissure, chaque pouce d'espace entre les poutres. Grâce à son excellente adhérence, la mousse se fixe au bois, au métal ou au béton, de façon quasi permanente, créant non seulement une barrière thermique, mais aussi une barrière d'étanchéité à l'air. Au-delà du bâtiment, cette technologie est essentielle pour la fabrication des réfrigérateurs. Si vous examinez la paroi d'un réfrigérateur domestique moderne, son épaisseur n'est que d'environ 2 pouces. À l'intérieur de cet espace se trouve de la mousse de polyuréthane solidifiée. Lors de la fabrication du réfrigérateur, les composants liquides sont versés dans la cavité, entre l'enveloppe métallique externe et le revêtement plastique intérieur. La mousse se dilate à l'intérieur, créant une pression interne considérable.
Non seulement elle assure une isolation parfaite, permettant de conserver les aliments au frais à 2 degrés alors qu'il fait 26 degrés à l'extérieur, mais elle confère aussi à la structure du réfrigérateur sa rigidité. Sans cette mousse, les parois du réfrigérateur seraient fragiles comme une fine feuille de tôle. L'impact économique de l'utilisation de cette aire plastique se chiffre en milliards de dollars chaque année. Grâce à son coefficient R élevé, les propriétaires aux États-Unis peuvent économiser jusqu'à 20% sur leur facture de chauffage en hiver et de climatisation en été. À l'échelle nationale, cela représente une réduction des besoins énergétiques de plusieurs millions de mégawattheures. Par exemple, un simple pouce d'isolation en polyuréthane sur le toit d'un vaste entrepôt de 4 km² peut s'amortir en seulement 2 ou 3 saisons, grâce aux économies de combustible réalisées. La densité du matériau constitue également une caractéristique essentielle. Pour l'isolation murale classique, on utilise une mousse d'une densité d'environ 1 kg pour 40 cm. Elle est suffisamment ferme pour résister à de légères pressions, tout en restant légère. Il existe toutefois des mousses renforcées, à densité plus élevée, destinées à l'isolation des fondations ou des toitures praticables. Le processus de fabrication du polyuréthane implique également un contrôle rigoureux de la taille des alvéoles. Plus les bulles sont fines, meilleure est la rétention thermique du matériau. Les catalyseurs modernes permettent de créer des milliards de cellules, mesurant quelques centièmes de pouce. Cela permet d'atteindre une homogénéité du matériau presque parfaite. Lorsque la mousse durcit, elle se transforme en plastique inerte, qui ne pourrit pas, n'attire pas les rongeurs et peut durer aussi longtemps que le bâtiment lui-même, c'est-à-dire plus de 50 ans sans perdre ses propriétés. Ainsi, la technologie de transformation de produits chimiques liquides en mousse solide constitue l'un des outils les plus efficaces de notre époque. En utilisant un minimum de matière et un maximum d'air, l'humanité a appris à créer des boucliers invisibles qui retiennent la chaleur à l'intérieur de nos habitations, maintiennent la fraîcheur des aliments dans les magasins et permettent à d'immenses pétroliers de transporter du gaz naturel liquéfié à des températures extrêmement basses de moins 126 degrés. Il s'agit d'une ingénierie pratique, orientée vers la survie et le confort dans un monde où l'énergie devient de plus en plus coûteuse. Bien que la production de mousse soit un procédé chimique, le bilan écologique penche largement en sa faveur. L'énergie dépensée pour fabriquer l'isolation en polyuréthane d'une maison est généralement amortie grâce aux économies de chauffage et d'électricité, en seulement 8 à 12 mois d'utilisation. Sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, l'emploi de cette mousse évite le rejet dans l'atmosphère d'une quantité de dioxyde de carbone 100 fois supérieure aux émissions générées lors de sa propre fabrication. Chaque année dans le monde, des millions d'hectares de forêts disparaissent. Et le paradoxe, c'est que la majeure partie de ce bois ne devient jamais planche. Il se fissure, pourrit, se brise, finit au rebut. Mais si je vous disais qu'il existe un matériau plus résistant que le bois massif, créé littéralement à partir de ces débris, et capable de supporter le poids d'une voiture, cela ressemble à du chaos, mais à l'intérieur règne une logique d'ingénierie implacable. Pourquoi ce matériau soutient-il des maisons, défie-t-il l'humidité et révolutionne-t-il toute l'industrie de la construction? Et surtout, quel secret critique cache sa fabrication, dont presque personne ne parle? Restez avec nous jusqu'au bout. Vous découvrirez ce qui changera à jamais votre vision du bois. Commençons par les bases. Pourquoi inventer quoi que ce soit quand on a du bois normal? Le problème, c'est que le bois naturel est un matériau capricieux. Il se dilate et se contracte selon l'humidité. Il se fissure en séchant,
Il pourrit au contact de l'eau. Il contient des nœuds, qui sont autant de points faibles. Les fibres vont dans une seule direction, ce qui rend la planche solide dans le sens du fil, mais facile à casser en travers. Et puis, il faut bien 70 à 100 ans pour faire pousser un grand arbre, l'abattre, le sécher, le débiter. Tout cela prend du temps et coûte cher. D'où cette idée. Et si l'on prenait de petits morceaux de bois, qu'on les disposait d'une manière particulière et qu'on les collait sous pression et à température élevée? On obtient un matériau sans les défauts du bois naturel, mais avec tous ses avantages. Qui plus est, on peut utiliser les déchets de scierie, les essences à croissance rapide, voire les branches et le bois de faible diamètre qu'on brûlait autrefois ou laissait pourrir en forêt. Le panneau de lamelles orienté, c'est l'une des inventions les plus remarquables dans la transformation du bois. Visuellement, il évoque le chaos. Des milliers de longs copeaux minces dispersés dans toutes les directions et collés ensemble. Mais ce chaos est soigneusement organisé. Les copeaux sont disposés par couches et dans chaque couche, ils sont orientés dans une direction précise. Les couches extérieures présentent des copeaux qui suivent le sens longitudinal du panneau. Les couches intermédiaires vont en travers. C'est comme la fibre naturelle du bois, mais dans toutes les directions à la fois. La fabrication de ces panneaux commence avec des grumes, des troncs d'arbres, généralement des essences à croissance rapide, comme le pin ou le peuplier. Les grumes sont écorcées, puis acheminées vers des machines spéciales appelées stranders. Ces machines rabotent littéralement le bois, en longs copeaux fins de 7 à 15 cm de long, environ 2,5 cm de large et moins d'1 mm d'épaisseur. On obtient ainsi de longues lamelles qui ressemblent à de grands flocons de céréales. Les copeaux frais contiennent beaucoup d'humidité, jusqu'à 50% d'eau en poids. Ils ne conviennent pas pour le collage, c'est pourquoi ils sont envoyés dans un séchoir, un immense tambour ou un convoyeur, où les copeaux sont soufflés à l'air chaud. L'humidité descend à 2,5%. Il est important de ne pas trop sécher, car des copeaux trop secs deviennent cassants et se collent mal. Vient ensuite le mélange avec la colle. On utilise des résines synthétiques spéciales, le plus souvent phénolformaldéhyde ou mélamine formaldéhyde. Cela peut sembler inquiétant, mais après polymérisation, ces substances deviennent inertes et sans danger. La résine représente environ 3 à 5% du poids des copeaux. La colle est pulvérisée sur les copeaux en fine brume dans d'immenses malaxeurs, où tout est intensément brassé pour que chaque copeau soit recouvert d'une couche uniforme. Vient maintenant le moment le plus intéressant, la formation du tapis. Les copeaux encollés sont acheminés sur un convoyeur à travers des orienteurs spéciaux, des dispositifs qui alignent les copeaux dans la direction souhaitée. D'abord, on dispose la couche inférieure avec les copeaux dans le sens de la longueur, puis la couche centrale avec les copeaux transversaux, puis la couche supérieure à nouveau dans le sens de la longueur. On obtient un tapis moelleux d'environ 20 cm d'épaisseur, qui ne ressemble pas encore du tout à un panneau dense. Ce tapis passe ensuite dans une pré-presse, qui le comprime légèrement et évacue l'air excédentaire. Et puis vient l'événement principal, la presse à chaud. C'est une machine colossale, dotée de 2 plateaux métalliques. Le tapis passe entre ces plaques et on le comprime avec une force colossale. Sous cette pression et cette température, une transformation s'opère. L'épaisseur diminue de 5 à 6 fois. Les copeaux se compressent si étroitement qu'il ne reste presque plus d'air entre eux. La colle se ramollit, s'infiltre dans toutes les fissures, enrobe chaque copeau. Et surtout, une réaction chimique de polymérisation commence. Les molécules de résine se lient en longues chaînes, créant de solides liaisons entre les copeaux. Tout le processus de pressage prend de 3 à 5 minutes.
Pendant ce temps, la température à l'intérieur du panneau atteint environ 300 degrés. La colle polymérise complètement et les copeaux se soudent définitivement en une structure monolithique. Lorsque la presse s'ouvre, il en sort un panneau brûlant. Mais ce n'est pas terminé. Le panneau brûlant doit être refroidi, sinon il risque de se déformer. On l'empile pendant plusieurs heures ou on le soumet à un flux d'air dans des refroidisseurs spéciaux. Ensuite, on découpe les bords, toujours irréguliers. On ponce la surface si nécessaire et on débite en panneau standard que vous trouvez en magasin. Quel est le résultat? Un panneau qui n'a pas de sens du fil, car les copeaux sont orientés dans toutes les directions. Il est aussi résistant dans la longueur que dans la largeur. Il ne se fissure pas et ne se délamine pas comme une planche ordinaire. Il ne se voile pas à l'humidité, car les tensions internes sont réparties uniformément. Et tout cela en valorisant des bois de faible diamètre et des déchets qui n'auraient jamais donné une planche de qualité. Une dalle de 2 cm d'épaisseur peut supporter une charge de près de 10 000 kg par mètre carré sans fléchir. Cela signifie qu'on pourrait y garer une voiture et elle tiendrait bon. C'est précisément pour cette raison que ces dalles servent au revêtement des maisons à ossature, des planchers, des toitures. Elles maintiennent toute la structure. Passons maintenant au contreplaqué, la grande sœur des bois composites. La technologie du contreplaqué existe depuis plus d'un siècle, mais elle ne cesse d'évoluer. Le principe fondamental, de fines feuilles de bois, des plaquages, sont collées de manière à ce que les fibres de chaque couche successive soient perpendiculaires à la précédente. La fabrication du contreplaqué commence par des grumes de haute qualité, bouleau, pin, aulne. Les grumes sont nettoyées, puis étuvées dans l'eau chaude ou à la vapeur pendant plusieurs heures. Cette opération assouplit le bois et le rend malléable. Ensuite, la bille est placée sur une machine spéciale, une dérouleuse, qui fait tourner le tronc, tandis qu'un couteau découpe une feuille continue de plaquage d'1 à 3 mm d'épaisseur. Cette bande est découpée en feuilles de la taille souhaitée, puis séchée dans des séchoirs spéciaux à une température d'environ 300 degrés pendant quelques minutes, jusqu'à ce que l'humidité descende à 6-8%. Les feuilles de plaquage sont ensuite triées selon leur qualité. Les meilleures, sans nœuds ni fissures, sont destinées aux couches extérieures, où elles seront visibles. Les moins bonnes, présentant de légers défauts, serviront aux couches intérieures. Chaque feuille est enduite de colle, généralement une résine urée-formaldéhyde pour les travaux d'intérieur, ou phénol-formaldéhyde pour le contreplaqué résistant à l'humidité. Les feuilles sont empilées les unes sur les autres, perpendiculairement. Si les fibres de la première feuille sont verticales, celles de la deuxième seront horizontales, puis à nouveau verticales pour la troisième. Le contreplaqué compte généralement 5, 7 ou 9 couches, toujours un nombre impair, afin que la structure soit symétrique et ne se déforme pas. Et ensuite, tout se passe comme pour le panneau. Qu'est-ce qui peut écraser du métal comme s'il s'agissait de pâte à modeler tiède? Une machine dont la force dépasse le poids de villes entières. Sa pression équivaut à une armée d'éléphants d'acier, empilés les uns sur les autres. Mais la vraie question est ailleurs. Pourquoi l'humanité a-t-elle créé un tel monstre capable de défier les lois de la physique? Le secret de cette presse est enfoui plus profondément encore que ses fondations, qui s'enfoncent dans le sol sur des dizaines de mètres. Et si vous regardez jusqu'au bout, vous découvrirez un fait qui bouleversera votre vision de l'industrie aéronautique et spatiale. Mais qu'est-ce que cela représente réellement?
80 000 tonnes. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du poids de 80 000 voitures de tourisme compressées en un seul point, ou de la pression qu'exercerait une armée entière d'éléphants gigantesques se tenant les uns sur les autres. Ce colosse d'acier, mis en service en 2013, est la presse de forgeage la plus puissante au monde, surpassant toutes les réalisations antérieures. C'est un véritable géant qui atteint la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Sa base s'enfonce profondément dans le sol, tandis que sa partie supérieure s'élance vers le ciel, tel un gratte-ciel industriel. On dirait une machine tout droit sortie d'un film de science-fiction. Et pourtant, elle est absolument réelle et accomplit chaque jour son travail extraordinaire. Cette presse est conçue pour l'estampage de pièces exceptionnellement volumineuses et complexes, essentielles au secteur de l'aéronautique, de l'aérospatial et de l'énergie. Il peut s'agir d'immenses panneaux pour des fuselages de fusées, d'éléments massifs d'ailes ou de fuselages d'avions, de composants de turbines pour centrales électriques ou encore d'équipements pour réacteurs. L'histoire de ces presses géantes constitue une véritable épopée, étroitement liée à l'époque de la guerre froide. C'est précisément lorsque les États-Unis et l'URSS se livraient une compétition acharnée pour la domination dans la course spatiale et l'industrie militaire qu'est apparue la nécessité de structures métalliques ultra résistantes et monoblocs. Les Américains furent les premiers à construire des presses d'une puissance de 50 000 tonnes, leur permettant de créer de grandes pièces aéronautiques sans soudure, ce qui améliorait considérablement la fiabilité. L'Union soviétique ne tarda pas à répliquer, en créant une presse encore plus puissante de 75 000 tonnes, devenue elle aussi une légende de la pensée ingénieuse. Ces titans de leur époque représentaient le summum des technologies métallurgiques, symbole de la supériorité technique et de la puissance industrielle des superpuissances. Il s'agissait de véritables monstres, capables de façonner le métal avec une force qui semblait presque impossible. Mais la presse chinoise moderne a battu tous ses records, surpassant même le géant soviétique. Elle est capable d'écraser le métal, avec une force littéralement surhumaine. Sous cette presse, des ébauches métalliques chauffées à blanc, dont la masse peut atteindre des centaines de tonnes, c'est comme plusieurs dizaines de camions compressés en un seul morceau de métal, s'aplatissent comme de la pâte à modeler molle. Le métal, chauffé jusqu'à briller d'un éclat rouge ou jaune, subit une pression incroyable. Il ne se déforme pas simplement. Il s'écoule sous l'action de cette force colossale, lentement mais inexorablement, pour prendre la forme souhaitée, préalablement conçue. Ce n'est pas de la coulée, c'est du forgage, un procédé qui renforce la structure du métal, le rendant plus dense et plus résistant que n'importe quelle pièce moulée. C'est précisément cette capacité, fabriquer des pièces forgées monoblocs de dimensions gigantesques, qui constitue l'avantage principal et la caractéristique déterminante de telles presses. Imaginez, vous pouvez obtenir une grande poutre pour l'aile d'un avion ou un élément de coque de réacteur sans la moindre soudure. Les soudures, aussi qualitatives soient-elles, représentent toujours des points de faiblesse potentiels dans les structures métalliques. Elles peuvent constituer des zones de concentration de contraintes, de fissures ou de corrosion. Dans les composants d'importance critique, où le prix de l'erreur peut être catastrophique, par exemple dans un avion à 10 000 mètres d'altitude ou dans une fusée spatiale, l'absence de soudure n'est pas simplement souhaitable, elle est absolument indispensable. Les pièces forgées monoblocs, formées sous une telle pression, possèdent une résistance inégalée, une structure homogène et une fiabilité maximale. Elles constituent le fondement pour la construction d'avions supersoniques, de fusées ultra-puissantes, de vaisseaux spatiaux et de réacteurs nucléaires sûrs. Pour installer une presse d'une telle puissance, il a fallu construire non pas simplement des fondations,
mais un véritable iceberg souterrain. La structure principale de la presse est enfouie profondément dans le sol, car les forces colossales qui s'exercent durant le forgeage génèrent des vibrations incroyables qu'il faut absorber. C'est comme bâtir les fondations d'un gratte-ciel, mais dans l'ordre inverse, en s'enfonçant dans les entrailles de la Terre sur des dizaines de mètres. L'installation même d'un tel équipement constitue une opération logistique plus complexe que le lancement d'une fusée spatiale. Les pièces de la presse arrivaient sur place par centaines, puis elles étaient assemblées sur site à l'aide de grues géantes et d'équipes d'ingénieurs qui travaillaient pendant des années. Par ailleurs, la force d'une presse de 80 000 tonnes ne représente pas simplement une pression, mais une transformation contrôlée du matériau au niveau microscopique. Sous une telle influence, la structure cristalline du métal se modifie. Les grains deviennent plus fins et plus denses, ce qui lui confère des propriétés mécaniques exceptionnelles. C'est comme améliorer le métal jusqu'à son niveau maximal. Il est également intéressant de noter que le fonctionnement d'un tel géant nécessite une quantité colossale d'énergie. Ce n'est pas simplement brancher une prise. Pour assurer le fonctionnement des pompes hydrauliques et maintenir une pression stable, il faut une centrale électrique puissante. Les systèmes de refroidissement, qui évacuent la chaleur du fluide hydraulique, sont tout aussi essentiels, car sous de telles charges, l'huile peut monter considérablement en température. Il s'agit d'un véritable écosystème d'ingénierie, où chaque élément joue un rôle crucial dans le fonctionnement de l'ensemble du système. Comme nous l'avons évoqué précédemment, plutôt que de souder de nombreuses petites plaques métalliques, la presse permet de créer une part importante de l'enveloppe à partir d'un seul bloc de métal. Cela rend la structure plus légère, plus résistante et davantage capable de supporter la fatigue des matériaux. Bien que la presse ne façonne pas les petites aubes de turbines, elle peut former de grands éléments de carter de turboréacteurs, capables de résister à des pressions et températures élevées. Au-delà du secteur aérospatial, où chaque kilogramme de poids et chaque millimètre de fissure peuvent avoir des conséquences catastrophiques, cette presse forge également des composants pour l'énergie nucléaire et thermique. Il peut s'agir de couvercles et d'enceintes ultra résistants pour les réacteurs, d'éléments de turbine, de générateurs et d'autres équipements fonctionnant sous pression extrême, à haute température et en milieu radioactif. Ici, l'intégrité et l'absence de défauts ne sont pas simplement une question d'efficacité, mais une question de sécurité pour des régions entières. On y fabrique également des arbres et des rotors pour les grands navires et les machines industrielles. Les installations de turbines géantes sur les navires de haute mer ou dans le secteur énergétique nécessitent des arbres ultra résistants, capables de supporter d'énormes couples de rotation et des charges de torsion colossales. Les pièces forgées produites sous une telle presse sont parfaitement adaptées à ces usages. Chaque année, l'humanité consomme plus de 100 000 tonnes de tungstène, un métal si dur que même son extraction nécessite des outils en tungstène. Mais peu savent que l'un des principaux fournisseurs de cette ressource stratégique est le Vietnam. Au milieu de la jungle, où vapeur et brume se mêlent au parfum de fleurs, se cache la mine de Nguy Phao, l'une des plus grandes au monde. Là, sous terre, se déroule un processus semblable à l'alchimie. Du minerai gris naît le métal qui façonne chars d'assaut, forêts et avions. Comment le Vietnam a-t-il transformé la jungle en cœur industriel de la métallurgie mondiale? Reste jusqu'à la fin et tu découvriras ce que testent même les grandes entreprises. Le Vietnam, ce n'est pas seulement des paysages exotiques
et une culture ancestrale. Ce pays est un acteur inattendu, mais essentiel sur la scène mondiale de l'extraction du tungstène, un métal d'importance stratégique. Sa résistance extraordinaire et sa capacité thermique inégalée font du tungstène un élément indispensable dans le monde moderne. Il trouve des applications depuis l'ingénierie de haute technologie, où il forme des outils de coupe, jusqu'à l'industrie militaire, où il garantit une résistance supérieure du blindage et un pouvoir de pénétration des projectiles. En fait, le tungstène est le cœur d'acier de l'industrie, et le Vietnam joue un rôle critique dans l'approvisionnement de cette ressource vitale. De sa disponibilité dépend le développement de nombreuses technologies clés. Information inattendue, n'est-ce pas? Les principaux gisements de tungstène au Vietnam sont concentrés dans la région où se trouve la mine mondialement connue de Nguyen Phao. Ce complexe minier est l'un des plus grands au monde, combinant technologie moderne et paysage unique de la jungle vietnamienne. L'idée même d'intégrer une installation industrielle dans un tel écosystème est un défi, mais le Vietnam déploie des efforts considérables pour minimiser l'impact environnemental, alliant extraction efficace et attitude responsable envers la nature. Le tungstène, contrairement à d'autres métaux, n'existe pas sous forme pure et native. Il est extrait sous forme de minéral, dont le plus répandu est la wolframite, un composé complexe de fer, manganèse et tungstène. Ce diamant d'acier se cache profondément dans les entrailles de la Terre, souvent entouré d'autres roches. Dans les mines vietnamiennes, comme la mondialement célèbre Nguyen Phao, les mineurs accomplissent quotidiennement un travail titanesque. À l'aide d'équipements miniers avancés, puissantes foreuses, marteaux-piqueurs et excavatrices spécialisées, ils extrairent le minerai contenant la wolframite depuis des tunnels souterrains et des carrières à ciel ouvert. C'est un processus complexe et laborieux qui exige précision et respect de normes de sécurité strictes pour atteindre la précieuse matière première cachée dans les profondeurs. Dans les usines de traitement situées près des mines, le minerai subit une série de processus. Les énormes morceaux de minerai extraits des profondeurs, pesant parfois des centaines de kilogrammes, arrivent au traitement primaire. Là, ils rencontrent des concasseurs colossaux, des machines gigantesques qui, avec une force incroyable, broient les blocs de pierre. Avec un fracas assourdissant et des vibrations, ces machines semblent mâcher la roche, la transformant en fractions plus petites. Ensuite, le minerai broyé passe dans des broyeurs. Ce sont d'énormes tambours rotatifs, à l'intérieur desquels se trouvent des billes métalliques. Sous l'action de la rotation et de la gravité, ces billes broient inlassablement les morceaux de minerai, les transformant en poudre très fine, presque comme de la farine. C'est un spectacle de mouvement constant, de puissance et de transformation, où la masse minérale brute se transforme étape par étape, en concentré prêt pour le traitement ultérieur, libérant la précieuse wolframite. Le concentré de wolframite purifié est ensuite traité dans des usines spécialisées. Là, il subit un traitement chimique pour obtenir du tungstène pur, qui peut ensuite être allié à d'autres métaux, comme le nickel ou le fer, pour créer des alliages aux propriétés spéciales, résistance accrue, résistance à l'usure ou résistance thermique. Le tungstène est le métal le plus dur, ce qui permet de l'utiliser pour fabriquer des outils résistants à des charges extrêmes. Il a le point de fusion le plus élevé parmi tous les métaux, 3422 degrés Celsius, ce qui le rend idéal pour des applications dans des environnements à haute température. Il est très dense, presque autant que l'or, ce qui est important pour certaines applications. Le tungstène est indispensable dans l'industrie militaire pour fabriquer des blindages ultra résistants et des noyaux de projectiles perforants
garantissant une haute capacité de pénétration. Les forêts, fraises et trépans en alliage de tungstène peuvent découper les roches les plus dures, ce qui est crucial dans l'industrie pétrolière, gazière et minière. Vous voyez l'ironie? Même pour extraire la wolframite et obtenir du tungstène, il faut du tungstène. Ce matériau ultra résistant est activement utilisé dans la construction mécanique, pour la production d'outils de coupe utilisés dans le travail des métaux, ainsi que dans la fabrication de pièces, devant supporter des températures élevées et l'usure. Et savez-vous qu'avec le tungstène, on fabrique des instruments chirurgicaux? Y a-t-il des médecins par ici? Confirmez ou infirmez cette information dans les commentaires. Pour vraiment apprécier la puissance du tungstène, imaginez ceci. 1 kg de tungstène pur peut être transformé en un forêt capable de percer jusqu'à 1000 mètres de roche. Cela démontre l'efficacité incroyable de ce métal et sa contribution significative au développement de l'industrie et des technologies. Le Vietnam possède l'une des plus grandes réserves confirmées de tungstène au monde. Les chiffres exacts peuvent varier selon la source, mais selon diverses estimations, les réserves de minerais de wolframite dans le pays atteignent des millions de tonnes. Cela garantit une perspective d'extraction à long terme. Annuellement, des mines vietnamiennes, en particulier du complexe de Nguy Phao, sont extraites environ 15 000 tonnes de tungstène, en termes de métal pur ou de concentré de tungstène. Ce chiffre fait du Vietnam l'un des 5 principaux pays producteurs de tungstène au monde, rivalisant avec des géants comme la Chine et le Canada. Le tungstène vietnamien représente une portion significative de l'approvisionnement mondial. Bien que la Chine reste le joueur dominant, le Vietnam joue un rôle d'importance critique dans la diversification des sources d'approvisionnement, ce qui est vital pour la stabilité globale du marché des métaux stratégiques. L'industrie minière et de traitement du Vietnam liée au tungstène fournit des milliers d'emplois pour la population locale, incluant ingénieurs, mineurs, techniciens et personnel administratif. Au cœur même du Vietnam, où les jungles centenaires murmurent leurs secrets verts et où l'air humide est imprégné de parfums de fleurs exotiques, se cache une perle inattendue de la modernité, la mine de Nguy Phao. Ce n'est pas simplement une installation industrielle, c'est une symbiose étonnante du travail humain incessant et de la grandeur de la nature vierge. Ici, entre les couronnes émeraudes des arbres qui s'élèvent vers le ciel, et les torrents impétueux qui traversent les chaînes de montagnes, la main humaine pénètre dans les entrailles de la terre. Chaque heure, quelque part dans le monde, une pièce métallique de plus de 50 tonnes est usinée. Et une seule erreur microscopique peut provoquer une catastrophe à plusieurs millions d'euros. Imaginez un vilebrequin long comme un bus, qui doit résister à 1 milliard de cycles d'explosion. Ou un bloc-cylindre, où une erreur de l'épaisseur d'un cheveu signifie la mise au rebut d'un géant de plusieurs tonnes. Mais voici le secret. Comment les ingénieurs atteignent-ils une précision au micron quand ils usinent des pièces plus lourdes qu'un char d'assaut? Que se passe-t-il dans cette salle secrète de contrôle qualité, où l'ordinateur mesure des milliers de points et peut tout arrêter? Et surtout, restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer l'opération finale, celle où un seul petit défaut transforme des mois de travail en ferraille. C'est une production où chaque millimètre est une question de vie ou de mort pour le moteur. Prêt à plonger dans les coulisses. La première chose qui frappe dans cette usine, c'est l'échelle. Oubliez les moteurs automobiles classiques. Tenez par exemple ce bloc-cylindre. Son poids peut atteindre des dizaines de tonnes.
Ce n'est pas une simple coulée, mais une œuvre complexe, multicouche, qui exige des aciers ou des fontes spéciales, capables de résister à des charges, des températures et des pressions incroyables. Et voici le vilebrequin. Sur les gros moteurs, il peut mesurer la longueur d'un petit bus et peser tout autant. Cet élément est sans doute le plus critique. Il doit encaisser la force explosive de la combustion et la transformer en mouvement rotatif. Ces ébauches arrivent souvent sous forme de puissantes pièces forgées, où chaque kilo de métal a déjà son histoire. Le processus démarre par le contrôle d'entrée. Les spécialistes vérifient la composition chimique, l'absence de défauts internes, grâce aux ultrasons, et aux installations radiographiques. Car le moindre défaut caché dans une pièce aussi massive peut provoquer une catastrophe en exploitation. C'est comme un bilan de santé pour un géant d'acier. Ce n'est qu'après cet examen minutieux que l'ébauche reçoit son autorisation d'entrer dans l'atelier d'usinage. Pour déplacer ces ébauches, il faut une sacrée puissance. L'atelier est donc équipé de ponts roulants capables de soulever des charges qui dépassent le poids de la plupart des machines-outils classiques. Installer la pièce sur le centre d'usinage, c'est une opération de précision qui demande coordination et expérience. C'est la première étape de la transformation du métal en puissance. Maintenant, on passe au cœur de l'atelier, la zone d'usinage du bloc cylindre. C'est ici que règne l'usinage multi-axe. Devant vous, un centre d'usinage à portique. Il ressemble plus à une petite maison qu'à une machine-outil. Ces broches, équipées de plaquettes ultra dures, peuvent enlever jusqu'à plusieurs centaines de kilos de métal par heure. Première opération, l'ébauche. L'objectif, retirer les surépaisseurs, éliminer les défauts de surface de la coulée et donner à la pièce sa géométrie de base. Ici, la vitesse et l'agressivité de la coupe sont impressionnantes. Les flots de copeaux brûlants témoignent de l'énergie dépensée pour cette transformation. Mais la vraie magie commence après, à l'étape de la finition. Vous vous souvenez, on parlait de précision? Pour les moteurs diesel, la géométrie parfaite des cylindres est absolument critique. On y parvient grâce à l'alésage et au rodage. L'alésage, c'est la formation des alaisages de cylindres, avec une précision au micron. La moindre erreur de géométrie entraîne une usure irrégulière, une perte de compression et la panne du moteur. Et le rodage, c'est la touche finale. Un outil spécial avec des pierres abrasives crée sur la surface intérieure du cylindre un micro-relief, ce qu'on appelle la trame. Cette trame est indispensable pour retenir l'huile et assurer une lubrification parfaite des segments de piston. C'est littéralement un polissage au niveau moléculaire, qui garantit une durée de vie du moteur de plusieurs décennies. Ces machines fonctionnent sous un contrôle thermique strict. La moindre variation de température peut provoquer une déformation thermique de la pièce de plusieurs tonnes, et donc une perte de précision. L'atelier maintient donc un microclimat constant, et l'usinage peut durer des jours. Devant nous, le prochain héros, le vilebrequin. Cet élément travaille dans les conditions les plus extrêmes. Il doit avoir non seulement une résistance colossale, mais aussi un équilibrage parfait. Sa fabrication est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Le début, c'est l'usinage préliminaire des portées. Sur des tours fraiseuses spécialisées à commande numérique, on forme les portées de bielle et les portées principales. Vu le poids et la longueur de l'arbre, on utilise ici des systèmes de soutien uniques qui empêchent sa flexion et ses vibrations pendant l'usinage. L'étape clé, la rectification. Les portées de l'arbre doivent avoir une rugosité minimale, car c'est là qu'il y a frottement avec les paliers. Plus la surface est lisse, moins il y a de frottement,
et plus le moteur dure longtemps. Pour cela, on utilise des rectifieuses cylindriques avec des capteurs ultra sensibles. Et maintenant, le plus important, le traitement thermique et le durcissement de surface. Après la rectification, les portées de l'arbre subissent une trempe par induction ou une nitruration. Qu'est-ce que ça apporte? Ça crée sur la surface de la portée une couche ultra dure, résistante à l'usure, tout en conservant la ténacité et la résistance du cœur de l'arbre. C'est nécessaire pour que l'arbre puisse résister à des milliards de cycles de charge. C'est comme une armure pour la partie la plus importante du moteur, l'étape finale, l'équilibrage. Vu la masse colossale, même un petit déséquilibre peut détruire le moteur. Donc, chaque vilebrequin passe par un équilibrage dynamique. Si la machine détecte un écart, des masses spéciales ou des perçages sont ajoutés ou retirés dans les parties de volant, jusqu'à ce que l'arbre soit parfaitement équilibré. C'est comme accorder un violon, sauf qu'au lieu de musique, on obtient une harmonie de rotation et de puissance. Comment atteindre une telle précision en travaillant avec de tels géants? La réponse se trouve dans l'outillage et le contrôle qualité. L'outil lui-même est un produit high-tech. Chaque outil de coupe, chaque fraise est équipée de plaquettes en carbure dur, voire en diamant synthétique. Ils doivent résister à des températures et des pressions de coupe colossales. Grâce à des revêtements spéciaux, la durée de vie de ces outils s'allonge et la qualité d'usinage reste constamment élevée. Dans une salle d'outillage spéciale, on surveille en permanence leur état. On les réaffûte et on les remplace. Mais le plus important, c'est le contrôle qualité. Après chaque opération clé, la pièce subit une mesure minutieuse. Ici, ce sont les machines à mesurer tridimensionnelles qui nous aident. Ces machines, équipées de palpeurs haute précision et de scanners laser, peuvent mesurer jusqu'à 1000 points sur la surface de la pièce avec une précision de quelques micromètres. Elles créent une carte tridimensionnelle de la pièce et la comparent au modèle informatique parfait. Si l'erreur dépasse la tolérance, le processus s'arrête et la pièce repart pour correction. Ou, dans le pire des cas, elle est mise au rebut. Aucune pièce ne sort de l'atelier tant que l'ordinateur n'a pas donné le feu vert sur sa précision parfaite. Et voilà, quand tous les composants, blocs, vilebrequins, culasses, bielles, ont passé le contrôle strict et atteint la précision parfaite, ils sont prêts pour l'étape finale, l'assemblage. C'est un autre atelier où règne une propreté stérile. L'assemblage d'un tel moteur est un processus tout aussi précis que l'usinage. Toutes les pièces sont soigneusement lavées. On élimine même les résidus microscopiques de copeaux et de saleté. Les spécialistes utilisent des clés dynamométriques pour serrer des milliers de boulons avec un couple précisément défini. Une erreur de serrage sur la culasse, par exemple, peut provoquer une rupture de joint et la panne du moteur. Chaque étape d'assemblage est enregistrée et contrôlée par des systèmes électroniques. Vous n'imaginez même pas ce qui se cache sous les déserts de sel d'Amérique du Sud. Là, au milieu des étendues arides et balayées par les vents, se trouve un matériau sans lequel notre monde moderne s'arrêterait net. Téléphones, voitures électriques, même les satellites, tout fonctionne grâce à lui. On l'appelle l'or blanc, et une véritable guerre se joue déjà pour lui entre les pays et les multinationales. Mais pourquoi ce métal blanc argenté est-il devenu si précieux qu'on l'extrait même des entrailles bouillonnantes de la Terre? Et surtout,
Que se passera-t-il quand il sera épuisé? Regardez jusqu'à la fin et vous découvrirez le dangereux secret que cache le lithium. Imaginez le métal le plus léger de l'univers, d'un blanc argenté, extrêmement réactif et doté de la capacité unique de stocker une énorme quantité d'énergie. C'est le lithium, l'élément numéro 3 du tableau périodique, qui s'est révélé être un véritable trésor des temps modernes. Découvert il y a plus de 2 siècles, en 1817, il a d'abord trouvé des applications assez prosaïques, dans la production de verre, de céramique et même en médecine. Mais la véritable heure de gloire du lithium est arrivée à la fin du siècle dernier, lorsque le monde a été saisi par la fièvre des batteries lithium-ion. C'est alors que l'on a compris que l'on avait affaire à bien plus qu'un simple métal. On a commencé à appeler le lithium l'or blanc, non pas pour son éclat, mais pour son importance stratégique. De la même manière que l'or était le symbole de la richesse, le lithium est aujourd'hui un indicateur de progrès technologique et d'indépendance énergétique. Sa demande croît si rapidement que nous cherchons constamment de nouvelles sources et améliorons les méthodes d'extraction. Alors, où se cache cet or blanc? Ces gisements sont disséminés sur la planète, mais les plus grandes réserves, vraiment gigantesques, sont concentrées dans quelques régions clés. Imaginez un immense triangle du lithium en Amérique du Sud, qui englobe des parties du Chili, de l'Argentine et de la Bolivie. Ce sont d'infinies étendues de déserts de sel, sous la surface desquels se cache une véritable richesse. De plus, des réserves importantes se trouvent en Australie, en Chine et aux États-Unis. Il existe 2 méthodes principales pour extraire ce précieux métal. La première, actuellement la plus répandue et la plus économique, est l'extraction des lacs salés, ou comme on les appelle aussi, des saumures. Imaginez comment, dans des régions arides et sévères, comme le célèbre Salar d'Atacama au Chili, ou le majestueux Salar d'Uyuni en Bolivie, d'énormes pompes extraient les saumures souterraines, saturées de lithium. Ce liquide est ensuite pompé dans de gigantesques bassins d'évaporation, semblables à des miroirs d'un bleu ou d'un vert éclatant. Sous un soleil de plomb et les rafales de vent, l'eau s'évapore progressivement, concentrant le lithium avec d'autres minéraux. Ce processus naturel, mais lent, peut durer de plusieurs mois à 2 ans. Mais son principal avantage réside dans les coûts d'extraction relativement bas. Cependant, il y a aussi des défis. Le processus nécessite d'énormes quantités d'eau, une ressource rare dans ces régions désertiques, et il dépend aussi des caprices de la météo. L'autre méthode importante est l'extraction des roches dures, notamment des minéraux comme le spodumène. C'est une véritable exploitation minière, qui rappelle la recherche de minéraux traditionnels. En Australie, par exemple, il existe de gigantesques carrières à ciel ouvert où l'on extrait des roches contenant du lithium. Une fois ces roches extraites, elles sont concassées, puis, par des procédés spéciaux comme la flottation, on sépare les minéraux de lithium. Ensuite, les minéraux subissent un traitement thermique. On les grille à haute température, puis on procède à un traitement chimique pour obtenir le lithium pur sous forme de sel, par exemple du carbonate ou de l'hydroxyde de lithium. Cette méthode permet d'obtenir du lithium plus rapidement et ne dépend pas de la météo, mais elle est beaucoup plus coûteuse et a un impact environnemental plus important, car elle implique la destruction du paysage et la production d'une grande quantité de déchets. Mais l'humanité ne reste pas les bras croisés. Les scientifiques et les ingénieurs explorent de nouvelles sources de lithium, plus respectueuses de l'environnement.
Par exemple, certaines eaux géothermales contiennent également des concentrations importantes de ce métal, et des technologies d'extraction directe du lithium de ces sources thermales sont déjà en cours de développement. Cela pourrait être une véritable révolution, offrant une méthode d'extraction plus propre et plus efficace. De grandes réserves de lithium ont également été découvertes dans des gisements d'argile, ce qui ouvre de nouvelles perspectives. Et bien sûr, l'avenir appartient au recyclage. Le recyclage des batteries lithium-ion usagées devient de plus en plus important. Cela réduit non seulement le besoin d'extraction primaire, mais contribue également à créer une boucle fermée, ce qui est essentiel pour le développement durable, car le lithium, comme toute ressource, n'est pas infini. Une fois que le lithium est extrait sous forme de matière première, une véritable alchimie commence. Il subit un processus de transformation complexe et en plusieurs étapes pour devenir apte à la production de batteries de haute technologie. D'abord, à partir de la matière première extraite, on obtient les principaux produits industriels, le carbonate de lithium ou l'hydroxyde de lithium. Le carbonate de lithium est le plus souvent obtenu à partir des saumures. C'est un composé relativement simple et peu coûteux, largement utilisé dans les batteries de nos smartphones et de certains types de voitures électriques. L'hydroxyde de lithium, produit à la fois à partir de saumures et de roches dures, devient de plus en plus populaire. Il permet de créer des cathodes plus riches en énergie, les électrodes positives des batteries, ce qui signifie que les voitures électriques pourront parcourir de plus grandes distances avec une seule charge. C'est le lithium qui est le composant clé de la cathode, la partie la plus importante de la batterie lithium-ion. Il existe plusieurs recettes pour créer les matériaux de cathode, chacune ayant ses propres avantages. Par exemple, l'oxyde de lithium-cobalt est utilisé pour l'électronique portable. Pour les voitures électriques, on utilise le plus souvent de l'oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt qui offre un excellent équilibre entre énergie, puissance et sécurité. Pour les véhicules commerciaux et certains modèles de voitures électriques, on choisit parfois du phosphate de fer lithié, qui, bien qu'ayant une densité d'énergie plus faible, se distingue par sa grande sécurité et sa longue durée de vie. Une fois que tous les composants, la cathode, l'anode, le séparateur qui les isole et l'électrolyte sont prêts, ils sont assemblés en éléments de batterie individuels, appelés cellules. Ce processus se déroule dans des conditions d'une propreté extrême et exige une précision incroyable. Ensuite, ces cellules sont connectées ensemble pour former des modules, puis plusieurs modules sont regroupés pour former un grand pack de batteries. C'est ce pack qui devient le cœur de la voiture électrique. Chaque pack est équipé d'un système de gestion électronique complexe qui surveille en permanence la charge, la décharge, la température et l'état général de chaque cellule individuelle, garantissant ainsi la sécurité et l'efficacité. Bien que les voitures électriques jouent un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique, en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est important de comprendre que l'extraction du lithium a aussi ses propres défis environnementaux. L'une des questions les plus critiques est l'utilisation de l'eau. Cela concerne particulièrement l'extraction des saumures dans les régions arides, où l'eau est une ressource extrêmement rare. Certaines méthodes peuvent nécessiter jusqu'à 2 millions de litres d'eau pour produire une seule tonne de lithium. Il existe également un risque de contamination des sols et des sources d'eau par les réactifs chimiques utilisés dans le processus de traitement, si les normes environnementales les plus strictes ne sont pas respectées. Et bien sûr, l'exploitation minière, en particulier les carrières à ciel ouvert, peut entraîner la destruction des paysages naturels et des habitats de la faune sauvage. Chaque année,
On crée dans le monde des matériaux qui semblent fragiles, mais arrêtent les balles, supportent des températures infernales et survivent à l'espace. Et le plus redoutable d'entre eux est né sous forme de tasse à thé. Comment se fait-il que la fine porcelaine chinoise, issue de la secrète capitale de la céramique, se soit transformée en blindage pour soldats et en cœur de réacteurs d'avion? Pourquoi cette substance qui se brise en tombant pulvérise-t-elle une balle en 1 milliseconde? Il existe un mécanisme caché dont on ne parle ni dans les musées ni dans les boutiques. Suivez cette vidéo jusqu'au bout. Vous découvrirez une vérité surprenante sur la céramique qui transforme les guerres, l'aviation et la notion même de résistance. D'abord, la porcelaine chinoise traditionnelle, reine de Jingdezhen, capitale de la céramique. L'argile y est particulière, du kaolin, pur aluminosilicate des montagnes, sans fer pour éviter le jaunissement. On la prélève, on la pulvérise, on la mélange au feldspath et à la roche argileuse. Le mélange, 50% de kaolin, 25% de feldspath, 25% de quartz, est broyé dans l'eau jusqu'à consistance crémeuse, filtré, pressé dans des moules. Les pièces glacées sèchent pendant des semaines car l'épaisseur doit rester inférieure à 5 mm, sans quoi elles se fissurent. Première cuisson à 870 degrés. Le biscuit, poreux comme du pain. Puis la glaçure, mélange de feldspath, de quartz, d'ocre, qu'on applique avant une deuxième cuisson à 1700 degrés dans des fours à bois pendant 12 heures. Le feu rugit, la température monte lentement, le quartz fond, comble les pores, la glaçure vitreuse étincelle comme un diamant. Le service obtenu est fin, translucide, teinte comme du cristal, résiste à l'eau bouillante 100 ans sans fissure. Les Chinois gardèrent le secret 1000 ans, les Européens l'imitèrent à Meissen en 1710, mais sans kaolin pur, le résultat était grisâtre. Aujourd'hui, Jingdezhen produit 500 000 tonnes par an, exportées vers 100 pays. Mais la porcelaine, c'est pour les tasses. La céramique technique, elle, sert au combat et à l'espace. La recette de base est similaire, mais les additifs changent tout. Blindage, carbure de silicium ou carbure de bore. Argile, plus silicium, plus carbone. Compression à 30 000 psi. Cuisson à 2538 degrés dans des fours sous vide. Résultat, des plaques de moins de 10 mm d'épaisseur. Dureté 9,5 sur l'échelle de Mohs. Densité 2,5 g par centimètre cube, 2 fois plus légère que l'acier. Les balles sont stoppées ainsi. À l'impact, la céramique pulvérise le projectile en poussière. L'énergie est absorbée par un renfort composite en Kevlar ou en polyéthylène. Dans les gilets par balles, ESAPI, 6 kg de céramique encaissent près de 8 mm à 853 mètres. Dispersion du projectile à l'échelle du micron. L'armée américaine achète 2 millions de plaques par an, 300 $ pièce, mais ça sauve des vies. Pour les moteurs, céramique à base de zircone ou nitrure de silicium. Voici la turbine d'un turboréacteur. Gaz à 1640 degrés Celsius, aube tournant à 50 000 tours par minute. Le métal fond, pas la céramique, conductivité thermique 2 fois moindre, oxydation minimale. Fabrication. Poudre de zirconium stabilisée à l'yttrium, granulée, pressée, fritée à haute température avec 30% de retrait. On obtient un monolithe sans joint. Dans certains moteurs, les aubes céramiques pèsent 30% de moins, durent plus longtemps. La NASA teste pour l'espace. Ça supporte 500 cycles de refroidissement et de réchauffement. Ou le carbure de silicium pour les pompes. Résistance totale à la corrosion dans les acides. Usure 50 fois moindre que l'acier. Le secret réside dans la transition de phase.
Lors de la cuisson, l'argile se déshydrate. Les fondants fondent et lient les cristaux en une matrice. Les additifs. Oxyde d'aluminium pour la dureté, magnésium pour la plasticité. L'impression 3D permet désormais de créer des formes complexes, pour les prothèses ou la protection thermique de SpaceX. Inconvénient, la fragilité. Ça tombe, ça casse. Mais le renfort par fibre agit comme un composite verre plastique. La Chine domine, 70% du kaolin mondial, 10 milliards de dollars d'exportation. En Europe, Ceramtech, Kyocera. Un fait marquant, la première ceinture de mitrailleuse en céramique des années 40 arrêtait près de 13 mm, mais trop lourde. Aujourd'hui, des boucliers ultra légers. La céramique pour blindage et moteur n'est pas l'invention d'un génie solitaire. C'est une évolution des guerres jusqu'à l'espace. Tout commence en 1918. Le major britannique Neville Monroe Hopkins remarque que l'acier recouvert d'une fine couche d'émail, autrement dit de céramique primitive, arrête mieux les balles que le métal nu. Testé pendant la Première Guerre mondiale, une révolution, car la céramique brise le projectile au lieu de le laisser passer. La véritable percée a lieu en 1936. Richard Cook, de Goodyear Aerospace, brevette le blindage céramique moderne, plaque d'oxyde d'aluminium ou mosaïque de carreaux sur fibre de verre de rond. Le principe est simple. La céramique dure pulvérise la balle. L'énergie est absorbée par le support. Au Vietnam, en 1965, on l'attribue aux pilotes d'hélicoptères. Première utilisation au combat contre les armes légères. L'armée américaine a évolué vers l'ESAPI. Le carbure de bord, 2 fois plus léger que l'acier. La céramique sauve des vies. Plus d'1 million de plaques sont vendues chaque année dans le monde. Chacune en carbure de silicium ou de bore. 6 kg dans un gilet. La balle frappe, la céramique se fissure, mais le Kevlar absorbe l'énergie, le soldat survit. Et si je vous disais que le saphir est aussi une céramique? Du saphir synthétique, certes. Une fine poudre d'oxyde d'aluminium, la même que dans le corindon avec lequel on polit les diamants. On en fabrique du saphir artificiel, pas un joyau, mais un verre ultra résistant pour les viseurs et les blindages. Le procédé? Comme cuire un biscuit d'une dureté extrême à des températures infernales. D'abord, on tamise la poudre pure. On y ajoute 0,1% de magnésie pour la stabilité. Ensuite, l'essentiel, la méthode Kyropoulos ou Czochralski. On verse la poudre dans une nacelle de platine. On fait le vide. On chauffe jusqu'à 2050 degrés dans un four à éléments de molybdène. La température monte lentement, de 3 à 5 jours, jusqu'à ce que tout se transforme en lave translucide. Par le haut, on descend une graine, une tige monocristalline de saphir. On retire la graine très lentement, 1 ou 2 mm à l'heure seulement, en la faisant tourner comme une barbe à papa. Le bain fondu cristallise autour. Un cylindre se forme. On refroidit pendant 2 semaines, pour éviter qu'il ne se fissure sous le choc thermique. Le boule obtenu est transparent comme de l'eau, dureté 9 sur l'échelle de Mohs, résistance de 400 cassis en compression. On découpe au laser ou au disque diamanté, en plaques destinées aux viseurs de vision nocturne. Dans le M1 Abrams, les lentilles de saphir des viseurs résistent à 648 degrés lors d'une explosion.